Et on va presque terminer avec la prévision de Publicis Média. Est-ce que Pascal Criffo est là? Pascal, je te vois en bout de salle. Donc on connaît déjà la prévision, puisque je me suis permis de montrer tout à l'heure dans le tableau de synthèse la prévision de plus 4% l'année prochaine, mais on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Viens à côté de moi. Ouais, vas-y, là, ici. Donc cette prévision, on ne va pas la remettre au tableau, mais c'est plus 2,9 que Publicis Média annonce pour cette année, et plus ou moins 4% l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette prévision? Quels sont les ingrédients? Alors, bonjour déjà à toutes et à tous. C'était très intéressant. En plus, j'ai pu écouter toutes les prévisions des uns et des autres, donc pour affiner un peu mes éléments de langage. 2023, c'est beaucoup le regard sur nos chiffres. Alors nous, on a une grosse part de marché sur le marché français. On est leader avec de l'ordre de 30%. Donc forcément, on a l'année, elle est quasiment faite. Enfin, il peut y avoir beaucoup de surprises encore peut-être sur la fin d'année, mais donc notre prévision 2023, elle est basée sur évidemment nos chiffres et les investissements de nos clients. Et 2024, un petit peu comme tout le monde, en regardant les indicateurs économiques, en regardant les informations qu'on peut avoir de certains clients, mais je rejoins Anne qui l'a dit tout à l'heure, on n'a quand même pas énormément d'informations à ce stade-là, donc c'est beaucoup sur des projections économiques et des projections sur l'inflation des médias. Donc nous, on a prévu 4%, donc déjà 2,5 fois la croissance prévue du PIB, ce qui nous semble pas mal. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le regard des autres chiffres, c'est qu'on se situe à peu près à la médiane. Alors je mets de côté les 9,7 qui pour moi sont de l'ordre d'une stratégie de communication pour ou rassurer les actionnaires ou l'interne, mais enfin c'est pour rassurer quelqu'un, parce que je ne crois pas du tout aux 10% d'inflation sur le marché, je ne crois même pas qu'on ait eu ça dans ces 15 dernières années, donc alors sauf à ce que les conflits en Ukraine s'arrêtent et tout un tas de choses dont j'ai pas d'informations, ça me paraît assez étrange d'arriver avec ça, mais enfin bon. Donc c'est vrai que la réalité va être certainement entre 3, 5, 6, enfin dans ces ordres de grandeur-là. Si nous, on est trop optimiste, on est un petit peu au-dessus de Dentsu. Si on n'est pas assez optimiste, on est un petit peu au-dessus de Magna. Donc voilà, donc je pense que la réalité va être certainement dans cette médiane-là, même si on sait aussi que sur nos marchés, on ne peut pas toujours tout prévoir, puisque ça a été beaucoup dit dans les débats, mais les comportements des consommateurs, qui sont quand même le premier point d'entrée de la publicité, sont erratiques. Ils ont, pour beaucoup d'entre eux, changé totalement. Donc évidemment, les investissements publicitaires sont en fonction de ça. Enfin, en tout cas, se définissent en fonction de ça. Donc évidemment, c'est toujours très difficile d'avoir une vision sur dans un an, mais voilà, on est à peu près... serein sur notre prévision et la façon dont elle se compose. Et sur les évolutions par médias, tu es d'accord avec ce qui a été dit précédemment, ou pour toi, il y a des médias qui vont encore plus progresser? Alors, ça devient déjà la plus difficile, puisque forcément, quand il y a des arbitrages, il y a des mouvements de mix média. Je pense qu'il y a un grand enjeu l'année prochaine qui a été beaucoup évoqué dans la table ronde précédente, qui est la redéfinition des stratégies vidéo, puisqu'effectivement, l'inflation annoncée en télé, la croissance du digital... Ça n'a pas échappé au marché, je pense, mais vous avez vu aussi toutes les définitions d'offres des plateformes comme Netflix, Amazon ou Disney+, qui sont en train d'accélérer fortement sur le marché, couplées évidemment à la croissance du digital, font que la définition de la stratégie vidéo au sens large va peut-être requérir des arbitrages. Et on parlait des points de bascule tout à l'heure. Le point de bascule de la télé, il est tendu, parce que si on a une inflation de 15%, à un moment donné, il y a des annonceurs qui vont dire aux agences est-ce qu'on peut faire sans la télé? Alors, on peut jouer sur les jours, sur les tranches horaires, sur les chaînes, sur la compétition entre les régimes, mais à un moment donné, effectivement, avec la baisse d'audience à côté, ça fait quand même beaucoup de décroissance d'efficacité. Donc, il y a ce risque du point de bascule qui peut créer des mouvements dans le mix média. Donc, évidemment, le digital, je ne vois pas dans... aucun scénario, un digital qui va pas bien en 2024 comme les autres années, donc ça paraît évident. Et la radio peut bien s'en tirer parce que c'est surtout un média... Même avec le cookie-less ? Oui, même avec le cookie-less, parce que encore une fois, il y a d'énormes relais de croissance vers la vidéo, et aujourd'hui... il me semble que la croissance très forte des smart télé redéfinissent complètement les jeux d'équilibre, là où la télé avant était forte parce que l'écran télé avait tendance à être beaucoup plus impactant que quand quelqu'un consommait des contenus vidéo sur une tablette ou sur un mobile. Aujourd'hui, on peut regarder YouTube sur sa télé, et ça, évidemment, ça met au même niveau certaines plateformes avec certains éditeurs de contenu. Donc, je pense qu'il y a ce risque-là.
Donc voilà, donc le cookie-less, il va aussi nous amener à faire un travail plus qualitatif, mais on trouvera toujours des moyens d'être efficace en digital, j'en suis à peu près convaincu. Nous, on a plutôt tendance à penser que la radio et l'affichage vont plutôt bien s'en sortir. La radio, parce que ça reste un média, alors c'est la télé, on est un peu moins bien, mais ça a la vertu quand même d'être hyper souple, hyper efficace. C'est pas très compliqué à mettre en place. On peut mettre toutes ces mentions légales, on peut parler de promo du matin au soir. Donc effectivement, c'est moins créatif, mais ça permet de passer des messages assez simples et assez factuels. Et en période de crise, c'est aussi un média sur lequel on peut négocier assez fortement, donc il devrait s'en tirer vu l'inflation qui va perdurer. Et l'affichage qui a quand même repris énormément de valeur depuis le Covid, avec beaucoup d'événements effectivement de rue sur l'été, où on l'a vu, les tarifs affichage ont explosé, évidemment, notamment à Paris, mais c'est assez légitime, hein, il y a les Jeux Olympiques. Donc voilà, on a tendance à penser ça. La télé, c'est très très difficile de faire une prévision, puisque voilà, il y a une inflation structurelle, mais il peut y avoir des points de bascule dans les mix médias, parce que c'est vrai que les audiences ont quand même tendance à s'effondrer assez fortement, et le média a vieillir. Aujourd'hui, la moyenne d'âge d'un téléspectateur, elle a pris 5 ans ces 5 dernières années. Donc quand il faut toucher les 25-34, les 25-49, que la mesure d'audience va rappeler que la couverture sur ces cibles est encore peut-être plus basse que ce qu'elle était, ça va être plus difficile. Mais la télé reste une redoutable machine d'efficacité publicitaire instantanée, elle est incomparable en ce sens, donc c'est une décroissance annoncée qui va faire qu'évidemment, elle va pas chuter dans des proportions fortes, mais c'est pas facile de prévoir sa croissance. Enfin, on en a déjà dit beaucoup, mais il y a d'autres grands enjeux pour l'année prochaine. Est-ce que la répartition des budgets par rapport à la période des Jeux Olympiques, est-ce que tu vois beaucoup d'annonceurs qui vont décaler en fin d'année pour ne pas être pendant les Jeux, ou au contraire, tout le monde va vouloir être avant les Jeux? Non, je crois pas. Je pense que l'euro est beaucoup plus structurant du point de vue des audiences médias, parce que les Jeux Olympiques, c'est dernière semaine de juillet, première semaine d'août. Donc là, les gens, s'ils sont pas en télétravail, ils sont en vacances. Donc, à mon avis, ça n'a pas énormément d'impact sur les investissements médias. Par contre, il y aura des coûts à faire, notamment à Paris et dans les villes hautes, évidemment. Mais ça ne va pas faire fuir les autres annonceurs des écrans télé. Ce qui est difficile dans une période comme les Jeux Olympiques, c'est que l'événement est tellement fort dans la pop culture qu'une marque a un truc à annoncer, c'est pas le moment où elle va être écoutée. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à leur dire de parler à un moment où ils ont plus une chance d'être écoutés, parce que lancer une nouvelle offre ou lancer un nouveau produit, quand on est dans ce moment émotionnel, médiatique, bah, effectivement, on a moins de chances d'être entendu. Il y a la question quand même de septembre, c'était intéressant ce que disait Anne sur les JO Blues, parce qu'on va avoir une euphorie olympique en France, et puis la rentrée, les Français ils sont toujours désespérés et dépressifs au moment de la rentrée, donc il y a toujours ce phénomène-là, mais là on aura les Jeux Paralympiques, et les Jeux Paralympiques ça peut être aussi une immense fête, donc peut-être que ça va atténuer le blues de rentrée, et là aussi pareil, si les Jeux Paralympiques font des belles audiences, là pour le coup on sera début septembre, donc là on aura la reprise d'activité, et probablement pas mal d'opportunités médias, qui sont pas assez d'ailleurs exprimé aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas assez valoriser les Jeux Paralympiques, mais quand on voit ce qui s'est passé à Londres par exemple, ça peut être un vrai coup média à faire, et en tout cas ouais. C'est des choses qu'il faut. Oui, je rappelle que tu diriges Publicis Sport, donc est-ce que vous conseillez à beaucoup d'annonceurs d'aller autour des Jeux Paralympiques alors qu'ils n'y avaient pas pensé ? Oui, alors beaucoup le font, parce qu'aujourd'hui un annonceur qui a des droits olympiques, il a des droits olympiques et paralympiques, donc on ne peut pas être partenaire que des Jeux Olympiques et pas des Paralympiques, ce qui est tant mieux pour le paralympisme. Et les annonceurs sont assez... Alors, il y a des stratégies tactiques, comme le disait Aldi, de vivre dans l'aura de l'événement olympique. Ça, c'est un point qui est intéressant pour les annonceurs, même ceux qui ne sont pas partenaires, mais il y a aussi dans le paralympisme tout un socle de valeurs qui est extrêmement intéressant, puisqu'évidemment pour une marque s'associe à des valeurs donc de performance et de résilience comme on a dans les Jeux Olympiques, mais le paralympisme rajoute quand même une dimension supplémentaire, puisqu'il y a des parcours humains qui sont évidemment tous très exceptionnels et souvent très émotionnels. Donc il y a évidemment énormément d'opportunités, et du coup je passe un message que les athlètes paralympiques, c'est encore plus difficile que pour les athlètes olympiques, donc s'il y a des annonceurs qui veulent les soutenir, je pense qu'ils en retireront aussi des bénéfices. Donc oui, je pense vraiment que ça va être un moment fort, les Jeux Paralympiques. Je reviens sur le sujet de l'inflation. Est-ce que d'abord, quel est le grand enjeu de l'année prochaine pour une agence média ? Et est-ce que c'est dans le rôle d'une agence média d'essayer de protéger les annonceurs du coût des inflations médias ? Alors, ça c'est une question intéressante.
Alors, le grand enjeu d'une agence média, c'est de garder ses clients et idéalement d'en gagner d'autres, parce que nous, on ne peut pas faire des inflations de 15%, malheureusement. Nous, on nous demande souvent de bien nous occuper de nos talents, d'augmenter les salaires, etc. Sauf que nous, on ne peut pas augmenter les honoraires. D'ailleurs, on a plutôt tendance à nous demander de les baisser, même si la valeur augmente. Donc ça, c'est un problème assez structurel qui est lié à l'intense compétition, qui fait qu'à un moment donné, on est toujours dans un espèce de rapport comme celui-là. Donc nous, le premier enjeu d'une agence média, c'est de faire un peu de croissance. Je dis un peu parce que c'est très dur d'en faire beaucoup, parce que sinon, évidemment, le modèle est difficile. Après, évidemment, on a des enjeux très stratégiques, d'accompagner les annonceurs dans la transformation des modèles médias, puisque on se rend compte que entre les années Covid et la sortie de Covid, on vit une succession finalement de crises permanentes qui nous oblige à être plus réactifs, plus intelligents, sentir plutôt les nouvelles tendances. On parle par exemple du retail média en bas de funnel, mais aussi être fort en haut de funnel et intelligent sur la vidéo, parce que les marques, elles ont besoin aussi de défendre leur equity. Donc ça, c'est un enjeu qui est évidemment important, de renouveler nos réflexions stratégiques et d'être pertinent. Et puis, pour répondre à votre question sur l'inflation, non, c'est pas le rôle de l'agence média de réguler l'inflation. C'est presque plus le rôle du club des annonceurs ou des autres associations de ce type-là qui, quand ils se voient avec les médias, leur demandent vous nous promettez 15% d'inflation, ou souvent sans concertation avec le marché, parce que c'est bien le problème qu'on a avec la télévision, c'est qu'en général, et je crois que Anne le suggérait aussi, les inflations, elles sont passées un petit peu, on nous passe de l'inflation en permanence sans forcément nous concerter, et ça, c'est très déstructurant pour une marque, parce qu'une marque qui a quand même des business plans, elle ne peut pas subir une inflation qui est pas au moins anticipée. Donc tout notre rôle, c'est de trouver des solutions d'efficacité. Donc quand il y a trop d'inflation, soit c'est d'arbitrer le média, soit d'arbitrer sa façon de l'utiliser, soit de trouver d'autres dispositifs. Et puis évidemment, au milieu de ça, il y a la négociation, mais l'inflation, elle est liée à la stratégie d'entreprise. C'est pas à nous de dire ça. Et d'ailleurs, la question de l'inflation, je pense en particulier à la télévision, elle est beaucoup liée à la premiumisation du média, puisque aujourd'hui, évidemment, la télévision a un problème d'offre, un problème d'inventaire, des audiences qui baissent. Donc c'est assez logique d'un point de vue marketing que d'en augmenter les prix. Enfin, je pense que toutes les marques feraient ça. Donc ça, c'est mon commentaire à moi, mais moi, mon boulot, c'est vraiment si la télé est trop chère, c'est de trouver d'autres solutions. Et fort heureusement, le marché vidéo est suffisamment vaste en opportunités. Le problème, c'est que c'est pas non plus gratuit ailleurs, puisque si vous regardez les CPM des plateformes, vous allez voir que face à un CPM moyen télé qui peut être de 5-6 euros, on arrive à des 80-90 euros. Donc il y a un énorme flou aujourd'hui dans les coûts d'accès aux médias. Et là, le rôle de l'agence média, c'est d'y mettre de la clarté, d'y mettre de la stratégie pour que les annonceurs, effectivement, et un moyen de juger entre une chaîne de télévision historique, une chaîne tactique et ou des nouvelles plateformes, là où le rendement de son investissement est le plus pertinent. Chaque année, on parle de l'année du mobile, mais est-ce que l'année prochaine, ce ne serait pas plutôt l'année de l'écran TV ? On a vu que dans la publication des CGV TV il y a quelques semaines, on parle de TV segmentée, de programmatique TV, de télé connectée, de device OTT. Les événements sportifs, ils seront regardés sur les écrans TV. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, moi je pense que c'est le principal fait stratégique du marché, c'est qu'aujourd'hui les smart télé ont redéfini la place de l'écran télé. Alors tout le monde prévoyait qu'il n'y aurait plus d'écran télé dans les maisons, en fait il y en a toujours autant, et elles sont intelligentes. Et je le disais tout à l'heure, là où la télé a eu une supériorité sur le digital, c'est que le mobile on le regarde comme ça, on est en contrôle, la télé on est comme ça, on baisse la garde, et donc la publicité a de l'impact. Sauf que là le problème pour en tout cas les chaînes de télé historiques, c'est qu'elles sont face à YouTube, elles sont face à Netflix, face à Amazon, et que même sur les télécommandes on peut y aller directement sans passer par les numéros de chaîne. Donc à un moment donné, l'écran télé en tant que tel, il est en train de cristalliser une concurrence qui est beaucoup plus forte, avec des comportements consommateurs qui se sont transformés, puisqu'il y a toute une classe d'âge qui ne passe pas par certains médias ou qui n'y passe plus, sauf, on va dire, dans les grands événements sportifs ou les grands divertissements très pop culturels. Donc c'est vrai que le cœur pour moi des stratégies médias des grandes marques ou de grandes consos, ou en tout cas des grandes marques grand public l'année prochaine, c'est la redéfinition de la stratégie vidéo. Et c'est là-dessus que nous on travaille énormément pour justement, en plus, on a de la chance, on change aussi la mesure d'audience. Donc comme ça, on va avoir l'occasion de remettre tout à plat. Donc pour moi, c'est vraiment le grand enjeu. Et la télé segmentée, puisque rapidement, la télé segmentée, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'il y a un décalage entre la promesse et la réalité. C'est-à-dire que la télé segmentée se vend sur une
une précision d'audience avec des segments hyper précis, etc. Sauf qu'on n'a toujours pas complètement réglé l'audience individuelle et l'audience foyer dans la mesure. Donc elle n'atteint pas forcément sa promesse de super segmentation, comme par exemple le fait un Facebook qui est un de ses directs concurrents. Et la télé s'est vendue quand même en permanence sur le reach et la capacité à toucher beaucoup de gens instantanément pour pas cher. Donc il y a une espèce de tension entre cette promesse-là et surtout le prix, puisqu'aujourd'hui la télé segmentée est pour moi trop chère. C'est déjà le premier problème, c'est que on peut tout à fait comprendre que les segments soient pas encore aussi précis qu'en digital, et c'est normal parce que c'est une courbe d'apprentissage, mais par contre, il ne faut pas que ce soit 10 fois plus cher que la télé classique, parce que là, l'annonceur va nous dire vous êtes bien sympa de faire un test, c'est super, mais à part sur quelques cibles, les propriétaires de maisons, ce genre de choses, on n'a pas vraiment la pertinence à payer 10 fois plus cher le contact. Donc, nous, on est tout à fait prêts, je parle des agences, alors de mon groupe en particulier, mais je pense les autres agences aussi, à travailler de concert avec justement les acteurs de la télé segmentée pour peut-être les aider à structurer mieux leur offre. Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, elle me semble pas tout à fait compétitive. Parfait. 10 secondes pour un dernier mot de conclusion. Mince, je ne l'avais pas préparé. Non, je crois qu'il faut, il faut prendre les sujets d'inflation et les sujets économiques. Alors évidemment, c'est le thème de cette thématique aujourd'hui, au-delà un petit peu des chiffres, et surtout sur la réflexion stratégique. Je pense qu'il y a un vrai enjeu dans les marchés médias l'année prochaine à progresser encore stratégiquement, parce qu'en fait, tout change, et puis à l'incertitude, c'est ajouter vraiment la transformation profonde, notamment de médias qui n'avaient pas bougé pendant des années, puisque moi, quand j'ai commencé ma carrière, il suffisait d'avoir un bon deal en télé, et normalement, on arrivait quand même globalement à faire une bonne année. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Donc, je pense qu'il y a un besoin stratégique d'échange entre les marques et leurs agences pour justement redéfinir peut-être des schémas qui vont être ceux des 10 prochaines années. Je crois vraiment au point de bascule, moi, entre 2023 et 2024, et puis il faut se souhaiter une belle année olympique avec plein de médailles et plein d'euphorie, ça fera du bien. Voilà. Allez, un peu d'optimisme. Merci beaucoup, Pascal. Merci.